Bonjour à tous. Là, je suis assez content, j'avoue, de passer à cette heure-là, parce que finalement, juste après, on va manger, donc ça, c'est cool. Mais c'est surtout qu'en fait, on a parlé de renforcement musculaire, on a parlé de patients sportifs master senior, on a parlé de nutrition, on a parlé de pathologie, et j'ai entendu dans tout ça, c'est pas si facile de les prendre en charge. Et en fait, là, l'idée, justement, c'est de parler communication. Moi, je vais vous parler donc de préparer le corps avant de préparer le sport. Pourquoi? Parce que ce que le sportif ne fait pas, son corps, lui, peut être en capacité de le faire ou pas. Et en fait, l'idée, c'est que on a tous appris, et on est tous là, podologues, donc on sait comment fonctionne le corps, la posture, tout ce qui va être adaptation physique, c'est OK, mais pour le patient, pas tout le temps. Et ça part d'un constat qui est assez simple, c'est que si on prend, ne serait-ce que le collège et le lycée, on a tous fait de l'éducation physique et sportive, de l'EPS, moi le premier il y a longtemps. Et finalement, on a tous fait que du sport, c'est-à-dire qu'on a plutôt fait de l'éducation sportive que de l'éducation physique. Et le sport qu'on a fait, foot, hand, basket, lancer de javelot, badminton, ping-pong, ça ne nous a pas forcément préparé, ou notre corps n'était pas forcément préparé à ce geste technique qui était le sport. Nous, on sait ça, mais actuellement, nos patients, peut-être pas forcément. Et quand je dis peut-être pas, c'est la majeure partie des patients qu'on peut avoir en cabinet qui viennent nous voir, effectivement, et qui nous disent, voilà, je me suis blessé et il faut me mettre une paire de semelles, effectivement, mais il y a tout l'environnement autour qui va compter. Et on va devoir aller un peu chercher tout ça pour avoir la meilleure prise en charge possible et surtout la meilleure, on va dire, la meilleure efficacité de prise en charge de nos semelles à la fin. Donc l'EPS, effectivement, à mon sens, on devrait d'abord aller ouvrir des cahiers dans une salle de cours et puis apprendre ce qu'est vraiment l'éducation physique, le renforcement musculaire, effectivement, pourquoi pas la nutrition, et mettre en application dans le sport par la suite. Peut-être que ça viendra un jour. Là, aujourd'hui, c'est nous qui sommes éducateurs pour nos patients. Et donc, ce que je veux vraiment vous montrer ici, c'est aussi moi comment je pratique un peu au sein de mon cabinet, c'est comment est-ce que vous allez pouvoir communiquer au sein même de votre cabinet la préparation physique, sans parler de seuil, sans parler de VO2 max. On va vraiment parler à notre patient, donc on va vulgariser cette préparation physique pour un peu lui montrer un petit peu comment il aurait pu se prendre en charge avant de créer cette blessure. Vous avez tous entendu cette phrase, le sport c'est bon pour la santé. Alors peut-être qu'ici, nous aussi, pareil, on peut la nuancer, mais en réalité, ça peut sortir de la bouche d'une maman, d'un papa, même d'un médecin, d'une soirée entre amis. On a fait la fête, on a bien mangé le week-end. Allez, demain je vais courir, je fais attention, je vais dépenser des calories, c'est cool, peut-être que j'ai jamais couru de ma vie. Bref, la question c'est que le sport, c'est peut-être bon pour la santé, mais finalement, nous, la réalité sur le terrain, c'est que dans mon cabinet, on a quand même plein de patients sportifs blessés. Qu'ils soient jeunes, qu'ils soient moins jeunes, vieux. La plupart du temps, on va retrouver tout ce qui va être douleur chronique, même chez le sportif plutôt aguerri, les fractures de fatigue, les entorses, les pathologies. Vous prenez le coureur, vous allez avoir le claquage du mollet, la tendinopathie d'Achille. Le randonneur longue distance, il va nous faire la tendinopathie du moyen fessier. Le footballeur, on va avoir la pubalgie, on va avoir le claquage des ischios. Bref, on va avoir des pathologies comme ça qui reviennent assez fréquemment, à tel point que souvent, vous êtes habitué à les voir, et puis presque, la question que vous allez poser à votre patient, c'est quand est-ce que ça a commencé et puis qu'est-ce qui s'est passé. Ok. Le but, c'est de savoir s'il est cap ou s'il n'est pas cap. Et le but, c'est aussi de s'amuser du coup avec notre patient dans notre réflexion et puis la sienne et de lui apporter les informations pour le faire percuter un peu sur ce qui va être important pour lui dans sa compréhension de sa pathologie et surtout dans l'appréhension de sa pathologie de maintenant, l'aiguë, mais surtout de l'après, c'est-à-dire le bien vieillir. Même si on parle du sport, notre sportif, on l'a vu, à un moment, il va diminuer un petit peu son activité, sa performance. Et finalement, plus il aura une bonne compréhension de son corps et de comment fonctionne sa préparation physique, plus il pourra bien vieillir et rester en bonne santé. Donc la vraie question, le sport en lui-même, ce n'est pas dangereux en fait. C'est le pratiquer sans préparation physique, sans préparation du corps. Et c'est là où on va vraiment différencier l'activité sportive de la préparation physique. Donc, moi, je m'amuse, alors on peut encore nuancer cette phrase, mais je m'amuse à dire à mes patients, non, le sport, c'est pas bon pour la santé. Même quand certains me disent, je fais pas de sport, tant mieux, le sport, c'est pas bon pour la santé. Si vous faites de la course, c'est super, c'est un sport qui est génial, mais vous allez créer de l'impact, vous allez créer des traumatismes, la course est aérobie, vous puisez dans les muscles, vous allez affiner votre masse musculaire, augmenter l'instabilité articulaire. Donc, est-ce que vous êtes prêt à subir cette contrainte de course ou pas? Est-ce que vous êtes cap? Des fois, le patient lui-même, il n'est pas capable de répondre. Est-ce que vous faites du renforcement musculaire? Ouais, je fais du squat. Ok.
Est-ce que c'est vraiment du renforcement musculaire, le squat? Comment est-ce qu'il est pratiqué? Est-ce que le squat, le geste est bon? Est-ce que les genoux sont en dedans? On va voir ça un petit peu plus tard. Mais bah, on ne sait pas, et lui non plus, finalement. Donc, et quand on vérifie, il y a bien 8 patients sur 10 pour lesquels le squat n'est pas bon. Donc, l'activité sportive, c'est différent de la préparation physique. L'idée, c'est de comprendre que c'est comme si notre corps, c'était une voiture. Nous, on est pilote de la voiture. C'est ce qu'on va essayer plutôt de leur apporter d'un point de vue vulgarisation. Et si finalement notre corps, c'est la voiture, bah de temps en temps, si on accélère, si nous on a envie, on veut y aller, on veut faire du sport, c'est quelque chose qui nous motive. On sait qu'on est capable, des fois vous avez des patients, ça fait 30 ans qu'ils n'ont pas fait de sport, ils étaient sportifs de haut niveau, dans leur tête ils sont toujours sportifs de haut niveau. Donc c'est génial, mais le corps lui, plus du tout. Et donc ils vont commencer à prendre cette activité et sur notre tableau de bord, il y a un voyant qui s'allume. Donc on va considérer un petit peu cet aspect voiture et pilote, aussi bon soit le pilote, ou mauvais. Mais ça m'amène à l'analogie de la Ferrari. Alors l'analogie de la Ferrari, c'est un peu mon truc en cabinet, mais ça permet de vraiment faire percuter le patient sur comment ça fonctionne. Imaginons, on part d'un constat, vous avez une posture ou un patient qui a une posture excellente. Alors on est tous un peu différents, il existe différents types de postures, différentes motricités, que ce soit neuro-proprio. On met ça de côté, on prend le meilleur, on prend le truc qui est le plus neurofonctionnel, tout ce qui est le plus explosif. On a le meilleur potentiel, la morpho elle est top, la technique du geste sportif c'est parfait, je suis hyper motivé, donc moi j'aime bien leur dire, ok, ben vous êtes une Ferrari, en fait c'est génial. La norme, ça va être les Clio, ça va être les Mégane, j'ai rien contre Renault, c'est les exemples qui me sortent là en tête, mais vous êtes hors norme, vous avez une excellente posture finalement, donc vous êtes une Ferrari, pas un normal. Le problème c'est que si cette Ferrari elle a les pneus qui sont un peu dégonflés, donc ça on va considérer que c'est plus la préparation qui est insuffisante, la stabilité qui peut être déficiente, la mobilité un peu réduite, des chaînes musculaires qui sont non activées, bref, bah vous n'êtes pas cap. Bah si vous prenez votre Ferrari, les pneus dégonflés, et que vous allez sur un circuit, et qu'on considère que le circuit, c'est la pratique sportive, alors dans le sport, on va mettre foot, basket, hand, tennis, ping-pong, badminton, tout ce que vous voulez. On va enlever un peu tout ce qui peut être lié à la préparation physique, on va en reparler après. Et vous le dites à votre patient, vous pouvez l'imager, mais vous dites, bah, c'est comme si vous étiez une Ferrari, vous êtes le pilote de la Ferrari, vous passez devant moi, vous allez sur le circuit, moi je suis mécano, je vois passer, la première chose que je vais vous dire c'est quoi? C'est bah non, tu vas pas sur le circuit. Et souvent ils sont capables de nous dire, ouais mais t'inquiète, j'y vais tranquille, ça fait 30 ans que je fais ça, j'y vais cool. Non, mécaniquement la Ferrari, elle va se planter. Et ça peut passer, parce qu'il y en a pour qui ça passe en fait. Mais à un moment, on sait que ça passera pas. Et là ils comprennent, c'est vrai que là ça fonctionne bien, et s'ils ont encore du mal, on pourra ensuite affiner ça avec quelques tests. Mais en général, ça marche plutôt bien. Donc même avec la meilleure morphologie, la meilleure posture, on est le meilleur, le top du top, sans préparation, ben de toute manière, ça ne marche pas. Vous allez tout casser. Donc la différence entre l'activité sportive vs la préparation physique, c'est souvent en plus que quand vous faites du sport, bah c'est cool quoi. En fait, vous aimez faire du sport, c'est le plaisir. Ça sécrète de l'endorphine, l'adrénaline, on se donne des objectifs, on veut y aller à fond. On aime notre corps parce qu'on veut vraiment aussi le préparer, mais on oublie que la préparation, ce n'est pas juste aller travailler le geste. Donc, un geste technique spécifique, ça peut être beau, ça peut être sympa à travailler. On a pareil, la motivation à aller l'améliorer. On peut avoir de la répétition à haute intensité, contrainte mécanique réelle sur le corps. Là, ça commence à être plus dans le négatif. Les chaînes musculaires, est-ce que tout fonctionne bien? On va avoir les articulations pieds, chevilles, genoux, hanches, dos. Bref, tout ça, ça s'articule ensemble, un peu comme une marionnette. Est-ce que tout ça, ça tient ensemble? Comment ça fonctionne? Est-ce que mon système neuro fonctionne bien? Bref, on ne sait pas. Et on revient sur la notion de plaisir. Le problème, c'est que la préparation physique, bah, ce n'est pas plaisant. C'est sûr que quand on va dire à certains, tiens, ok, je sais pas, je prends un exemple typique, on reprend la course parce que c'est assez généraliste dans un cabinet. Est-ce que vous faites du renforcement musculaire? C'est là où ils vont sortir le fameux squat. Donc vous dites non, est-ce que vous faites du renforcement musculaire? Est-ce que vous renforcez vos muscles? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous faites à côté? Ben non, j'ai pas le temps. Ok. Et ben ce serait pourtant nécessaire. S'il n'a pas le temps, c'est qu'il a compris que, ou c'est qu'il n'a pas compris plutôt, que c'était quand même hyper important pour lui, presque primaire pour son activité sportive. C'est comme se brosser les dents. Se brosser les dents, c'est dans notre tête. On peut le faire en se brossant les dents sur un pied, on l'a vu avec Thierry juste avant. Il y a plein de choses qu'on peut faire, mais parce qu'on se brosse les dents, tout le monde le fait. Parce qu'on l'a ancré très tôt dans notre tête, très jeune, et nos parents nous ont martelé, tu vas te brosser les dents et c'est important. Maintenant, c'est ok. La préparation physique, non. Et comme en plus, on ne l'a pas vu à l'école, bah forcément, ça ne nous aide pas. En tout cas, on ne l'a pas vu dans ce sens. Donc la préparation physique, bah ouais, c'est chiant. Et ça prend du temps.
Ça, c'est dans la tête des patients, parce qu'en vrai, ça ne prend pas de temps. Ça peut être 2 ou 3 minutes, 3 fois par semaine, et ça suffit si on met de la fréquence dans le temps, sans mettre d'intensité, à travailler ça. Certes, sur 6 mois, 1 an, on est d'accord, on n'a rien sans rien, mais ça fonctionne. Donc on doit aller chercher à les interpeller là-dessus. Donc oui, c'est du renforcement musculaire qui est ciblé, ce n'est pas juste un squat qui va être polymusculaire. C'est un travail de stabilité et d'équilibre, donc on va aussi pouvoir analyser, savoir comment est-ce que mon corps se repère dans l'espace, comment est-ce que ça fonctionne, est-ce qu'il arrive à se déplacer correctement dans son environnement. C'est ma mobilité articulaire, est-ce que je suis suffisamment mobile pour subir mon geste technique ou pas. Ma proprioception, mon contrôle moteur, forcément ça va avec. Et la condition physique de base avant de pratiquer, parce que c'est pareil. Vous avez le sportif de 40 ans, enfin plutôt le non-sportif de 40 ans qui vient et qui se dit « je vais devenir sportif, je vais faire mon marathon à mes 40 ans ». Vous avez la personne qui, en surcharge pondérale très sédentaire, se fait marteler que le sport c'est bon pour la santé et à un moment se dit « bon ok, je vais me remettre au sport ». Mais est-ce que de base, déjà, cette voiture, qui peut-être n'est même pas une Ferrari, n'a pas ses pneus dégonflés? Comment est-ce qu'on peut expliquer ça ou comment le patient peut être capable de vérifier ça? Donc le sportif, il confond souvent les deux. Or, l'une ne remplace absolument pas l'autre. On en arrive au bassin. Alors c'est vrai qu'on est podologue, donc on travaille énormément le pied, la semelle, le renforcement musculaire de notre pied, on en a parlé aussi juste avant, c'est hyper important, mais dans la préparation physique de notre corps, le bassin, il a sa place centrale, et ça on le voit tout le temps dans nos cabinets. C'est le chef d'orchestre du mouvement. Pourquoi? Parce que, on le sait, la colonne vertébrale, c'est tout ce qui va être transmission des contraintes vers le haut. Toute bascule du bassin modifie les courbures rachidiennes. Le centre de gravité, c'est notre bassin. Toutes les forces du corps passent par là. C'est le pivot de tout mouvement sportif. Quand vous prenez certaines mesures, qu'elles soient vidéo ou autres, on part souvent du bassin. C'est vraiment ce qui équilibre le haut du corps avec le bas du corps. Donc si votre bassin ne tient pas, eh ben, le reste ne tient pas. Et ça, on peut l'analyser très facilement et un patient est tout à fait capable de le comprendre extrêmement simplement sans passer sur des analyses très techniques. Ça, on le fait après plus pour nous, notre amélioration de gestes techniques, notre bilan clinique, et on rentre dans le détail un peu plus après. Mais là, on va vraiment juste se focaliser sur la communication qu'on va avoir avec le patient pour vraiment qu'il puisse se rendre compte de quoi il est capable. Donc le bassin, s'il bouge, il pense qu'il y a une chose, c'est pas bouger. S'il y a une grosse mobilité, ça peut aussi être aggravé par la laxité, l'hyperlaxité, ou une grosse déficience musculaire, finalement ce qui se passe, c'est que votre bassin il va chercher à se verrouiller pour ne pas bouger. Donc c'est souvent ce que les ostéos appellent les dysfonctions pelviennes, les blocages de bassin, les vrilles de bassin, etc. En fait, on s'en fiche du nom. L'idée, c'est que le bassin se protège. Vous avez un hémi-bassin qui va rouler vers l'avant, un qui va rouler vers l'arrière. Vous allez créer une rotation interne fémorale d'un côté, rotation externe de l'autre. Aussi importante ou faible soit-elle, ça va dépendre des gens, on est tous individuels pour ça, mais c'est ce qui va se passer. Vous allez incliner la colonne vertébrale, pincer certaines racines nerveuses, vous allez affaisser un pied, moins l'autre, ouvrir un angle de pas, on va avoir un angle de pas un peu asymétrique. Tout ça, c'est OK. La symétrie, si vous regardez quasiment tous vos patients dans vos cabinets, de toute manière, ça fait partie quasiment de tous nos examens. Et ça part souvent du bassin. Elle n'est pas toujours pathologique, elle n'est pas toujours traumatique, mais pour un sportif ou quelqu'un qui cherche à reprendre son activité, c'est hyper important. Donc notre bassin, c'est bien de le déverrouiller, c'est cool, l'ostéo va déverrouiller notre bassin, mais il va se reverrouiller si ça bouge derrière. Donc le plus important, c'est notre tonicité musculaire. Et on en revient toujours au même d'ailleurs, on en revient aussi au temps qui passe, la vieillesse et la préparation. Il faut savoir si mon corps est suffisamment musclé pour pousser contre la gravité et me sécuriser. Notre corps se déplace dans notre environnement en poussant. L'idée, ou en fléchissant, attention parce que Cyril il va me regarder de travers, mais typiquement, l'idée c'est de savoir le faire avec de la stabilité sans avoir à y réfléchir. La hanche et le genou, s'il y a un mauvais alignement du bassin, du coup, la douleur ou la blessure en cascade, c'est assuré. Dans le cadre du sport, bien entendu, ou de la vieillesse. Cheville et pied, même chose. L'appui plantaire, c'est directement influencé par la position du bassin. C'est notre domaine d'expertise. Donc le pied, effectivement, il faut vérifier sa stabilité, sa proprioception, c'est hyper important. Mais si en haut, ça bouge trop ou ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionnera pas en bas. Vous lâchez un stylo, il tombe du haut vers le bas. Nous, c'est la même chose, sauf qu'on ne tombe pas. On a un système nerveux, on a des muscles, donc on pousse pour se stabiliser. Chacun à notre niveau, mais à nous de savoir où on en est sur un curseur. Donc notre angle podologique, un bassin en antéversion ou en rétroversion modifie directement l'appui plantaire, la statique du genou et la répartition des pressions au sol. Et ce que nous voyons sous le pied, c'est le reflet de tout ce qui se passe au-dessus. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime expliquer aux patients, parce que
même quand vous lui faites faire un appui, et on revient sur l'appui unipodal du coup, la plupart du temps, si vous prenez un patient hors sportif de haut niveau qui lui a une vraie bonne préparation physique ou un sportif un peu moins haut niveau mais qui a aussi une bonne préparation physique, et bien la plupart du temps il sera incapable de tenir sur une jambe plus de, ou même, j'allais dire plus de 30 secondes, mais 30 secondes pour lui c'est déjà énorme. Donc l'idée c'est, une fois de plus, de quoi il est capable. Est-ce qu'aujourd'hui il est capable de subir la contrainte mécanique exercée par son sport? Est-ce qu'il est suffisamment prêt physiquement pour ne pas subir de contraintes? Et ça, le patient, la plupart du temps, eh ben, il ne sait pas. Par contre, vous, par rapport à ce qu'il est capable de faire, par rapport à ce que vous allez pouvoir lui montrer, par rapport aux tout petits exercices hyper simples, même sans les mettre sur les plateformes au départ, ça c'est plus pour nous après, juste lui permettre de se rendre compte, là, de tout de suite, maintenant, de quoi il est capable et surtout quel test il pourra utiliser plus tard, peut-être 6 mois après, 1 an après, peut-être même 15 ans après, pour savoir si aujourd'hui, il est toujours capable de tenir son bassin et de pousser contre la gravité. Alors il y a 3 petits tests que je vous ai mis ici, que moi j'aime bien pratiquer au cabinet, surtout les 2 premiers. C'est l'équilibre monopodal. On en a parlé du coup un petit peu plus tôt, plusieurs fois d'ailleurs. Tout bête, on se met debout, genoux en l'air, bras tendus, et on va essayer de demander au patient de rester dans cette position stable 30 secondes en fermant les yeux. Alors normalement le test, vous savez, il est moins long que ça, mais il doit être capable de tenir 30 secondes sans bouger. J'aime bien leur dire quand même, puisqu'on est tous différents, on ne va pas y mettre là ni la motricité, ni la neuro et autres, j'aime bien leur dire quand même, attention, vous avez le droit de bouger. Le seul truc que je veux pas, c'est que vous me reposez le pied par terre. Un truc qui marche bien aussi chez les coureurs, c'est que j'aime bien leur dire, si vous me reposez le pied par terre, eh ben, vous n'êtes pas capable de courir aujourd'hui, vous n'avez pas le droit. Et donc souvent, ça les challenge, et il y en a beaucoup qui s'aperçoivent qu'ils sont incapables de ne pas poser le pied par terre, ou ils ne tiennent pas 30 secondes, genoux en l'air, pieds en l'air. Et ça, c'est hyper important. Bref, là, vous voyez que le système stabilisateur, il n'est pas prêt pour l'impact sportif. Le squat bilatéral, on fait de la flexion toute la journée, certes dans le cadre du sport, dans le cadre de la préparation, mais aussi quand vous allez vous asseoir sur un canapé, rentrer dans une voiture, ramasser un stylo. Ça, c'est notre vie. Donc, descente lente, bras tendus, talons au sol. Faites faire cet exercice à tous vos patients. Moi, je fais faire cet exercice à tous mes patients. C'est 8 sur 10 qui me mettent les genoux en dedans, qui me décollent les talons. Et après, vous les verrez en fonction de leur motricité, de leur préférence. On peut les voir d'une manière différente, penchés en avant ou en arrière. Mais cela dit, ils ne sont bien souvent pas prêts pour cet exercice. Donc, ça permet de les reconditionner, de les rééduquer, de remettre ça en place. Et derrière, finalement, ils comprennent, c'est facile. Et derrière, ça marche mieux aussi pour votre traitement parce qu'on a beaucoup moins de boulot et beaucoup moins de biais autour de l'environnement et de la prise en charge. Celui-là, je le fais un petit peu moins, je vous l'ai mis quand même, c'est la fente avant statique du coup. Donc position de fente, vous maintenez 5 secondes de chaque côté, les mains sur les hanches. Si vous avez un bassin qui bascule, un genou qui rentre, une cheville instable, c'est à peu près le même principe que pour le squat. Et ça va reproduire un peu le schéma mécanique de la foulée, d'un geste technique. C'est que ce n'est pas possible, ça ne fonctionne pas. Tout ça pour dire qu'en fait, notre rôle en tant que podologue, c'est d'identifier avant la blessure. Quand le patient il vient vous voir à l'interrogatoire, à l'anamnèse, vous devez être capable d'identifier s'il est cap ou pas cap, et vous devez être capable déjà de lui expliquer. C'est vraiment notre regard sur le pied et la statique qui permet de détecter des déficits mécaniques avant qu'ils ne deviennent des blessures. Donc, en gros, vous êtes une voiture, on va regarder si vos pneus sont gonflés ou dégonflés. Dans la voiture, on y met le carburant, on revient sur l'alimentation, on revient sur l'hydratation, c'est la qualité de tissu. Donc si une personne ne boit pas suffisamment, la qualité de tissu peut être moindre, les disques intervertébraux, c'est que de l'eau. Bref, en l'occurrence, vous verrez que pareil, 8 patients sur 10, et en l'occurrence aussi vos sportifs, ne boivent même pas 1,5 litre d'eau par jour. Maillon de la chaîne, on en a aussi parlé avant. Tout ce qui va être podologue, kinésithérapeute, préparation physique, tout ça c'est important, on travaille tous de manière pluridisciplinaire, c'est la clé, c'est la base. Là, en podologie, on pourra très bien prendre un patient sur cette vulgarisation de préparation physique en charge sur un patient jeune qui comprend un peu les exercices classiques qu'il pourrait faire lui-même à la maison, ce qui ne lui prendra pas plus de 5 minutes à faire 3 fois par semaine. Donc non, ce n'est pas faire du sport. Si jamais on a un patient un peu plus âgé, qui est un peu plus en difficulté cognitive, mais qui a besoin d'aller chercher cette préparation physique et de regonfler ses pneus de voiture, on va plutôt l'orienter effectivement vers un kiné. Et si on a un sportif de haut niveau, à ce moment-là, on peut aller travailler avec son préparateur physique ou un préparateur physique pour rentrer beaucoup plus dans le détail et aller chercher des choses beaucoup plus spécifiques, aussi au-delà de notre examen clinique. Donc l'approche globale pour un sportif bien préparé, c'est une approche qui va être extrêmement importante et c'est le travail pluridisciplinaire.
La finalité, c'est l'éducation thérapeutique. À partir du moment où vous avez compris comment éduquer votre patient, c'est ce qu'on cherche tous à faire à longueur de journée dans nos cabinets, quand vous savez éduquer votre patient, même par la vulgarisation, lui il comprend mieux. Bien sûr, on garde nos tests pour nous, on fait ça entre nous, on peut lui montrer, ça dépend aussi de la personne qu'on a en face de nous et de comment il va comprendre ça. Mais si vous avez, comme 90% de nos patients de cabinet, des gens normaux, qui sont sportifs du dimanche, ou qui sont sportifs en devenir, eh bien effectivement l'idée c'est de vraiment être capable de leur montrer qu'on arrive à vulgariser, que c'est facile, il n'y a rien de compliqué, et qu'à partir de là, ils sont capables de savoir s'ils sont cap ou pas cap. Donc on va leur faire comprendre que la préparation physique, ce n'est pas réservé qu'aux professionnels, et que tout sportif en a besoin. Et du coup, je terminerai sur cette petite phrase que j'aime bien, qui est « le sport fait du bien ». Mais c'est la préparation qui fait que le sport ne fait pas de mal. Voilà, merci beaucoup du coup.